Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier qui a le plaisir de vous accueillir encore une fois à cette diffusion de l'émission Bonne Semaine. Je vous rappelle que nous sommes le 11 mars et nous allons procéder comme d'habitude aux chroniques. La première, toujours la même chose, on démarre le tout par une devinette. Aujourd'hui, je suis particulièrement bon car cette devinette-là, elle est pas facile. Elle est très, très facile. Question de vous remonter le moral en cette date du 11 mars. Le printemps s'en vient, donc on va se remettre en forme et se donner confiance. Donc, une facile. Je cherche un mot de 4 lettres, pas 7, pas 10, pas 12. 4 lettres seulement. Commençant par la lettre B. Écoutez, il vous en reste que 3 autres à trouver. Hein? Et puis en plus, un indice. On dit moins élégant lorsqu'il est d'honneur. Bon, vous réfléchissez à tout ça, et pendant ce temps-là, on glisse doucement vers les éphémérides. Et dans ce cas-ci, pour trouver un événement marquant, un des événements marquants, le 11 mars, j'ai choisi l'inauguration du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Rappelons-nous que nous sommes le 11 mars et que quelques semaines plus tard, soit le 27 avril 67, c'est l'ouverture de l'Expo 67. Donc un événement majeur, international. Et là, depuis des années, nous avons effectué, comme société, des aménagements de structures et d'infrastructures importants pour que la ville soit une belle, bien sûr, mais efficace, notamment sur le plan des transports. Et à ce chapitre, une pièce maîtresse, effectivement, de ces changements, de ces innovations, ça a été le fameux pont Louis-Hippolyte Lafontaine, qui a été inauguré, donc, je le répète, le 11 mars 1967, à quelques semaines seulement avant l'ouverture des Jeux Olympiques, pas des Jeux Olympiques, mais de l'Expo 67. Alors donc, il y avait là évidemment tout le gratin, notamment le premier ministre Daniel Johnson et le chef de l'opposition, Jean Lesage, et puis une kyrielle évidemment de sommités, parfois même religieuses, et des représentants du gouvernement fédéral et même des représentants américains. Donc ça a été un grand événement et c'est venu marquer un lien important sur le plan autoroutier, puisque avec l'ouverture de ce pont, ça faisait le lien entre l'autoroute 20 sur la rive sud, la 40 à Montréal, la 440 à Laval et la 640 sur la rive nord. Et puis tout ça, évidemment, relié. À partir du moment qu'on relie à la 40, on s'en va vers l'ouest, on s'en va vers l'est. Et là, on a un réseau, mais vraiment non seulement efficace, mais intégré. Or, ce projet-là de construire un pont entre Montréal et Boucherville datait déjà depuis 20 ans. Et on a hésité beaucoup, on a pensé d'abord construire un pont, puis il y a eu quelqu'un qui a eu la sagesse de dire non, ça ne serait pas une bonne idée de construire un pont en hauteur dans cette région où la nature est particulièrement riche de ces îles de Boucherville. Et là est arrivé finalement le projet de faire un pont-tunnel. Dans la partie nord, c'est en tunnel, et puis vers le sud, à ce moment-là, on a un pont, mais un pont qui est pratiquement à ras de l'eau. Alors donc, qui ne défigure pas le paysage. Question qu'on peut se poser aussi, pourquoi l'avoir appelé Louis-Hippolyte Lafontaine? Il faut se rappeler que Louis-Hippolyte Lafontaine était un homme politique important au Québec, qui a été député en 1842-43, et caractéristique, il habitait Boucherville. Donc, en son honneur, le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'était la avant-dernière pièce maîtresse qui allait permettre l'ouverture harmonieuse de l'Expo 67. L'autre pièce qui viendra, elle, s'ajouter, presque in extremis. Je vous ai dit que l'ouverture de l'Expo, c'était le 27 avril. C'est l'événement auquel je me réfère maintenant. Ça a été le 25 avril, c'est-à-dire l'ouverture à la circulation de l'autoroute des Caries, qui permettait évidemment d'accélérer considérablement
dans l'ouest de Montréal, le lien entre le sud et le nord. Donc voilà un moment de notre histoire important, et que c'était les pierres d'angle qui allaient permettre à Expo 67 de rayonner brillamment à travers le monde. Maintenant, allons du côté de la pensée de la semaine. Vous allez voir, elle est profonde et elle est multiple de sens, cette pensée-là, que l'on doit à Georges Clemenceau. Alors, Clemenceau nous dit, ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Et l'idée n'est pas bête. C'est pas automatique de se faire des ennemis, bien sûr. Il n'y a personne qui recherche, à moins d'être masochiste, de se faire des ennemis. Mais si on est vivant, actif, on a de l'initiative, des projets, alors à ce moment-là, on va prendre certaines décisions. Ça peut être sur le plan familial, au niveau des amis, ça peut être au niveau social, au niveau politique, mais on va prendre des décisions qui vont entraîner des changements qui seront appréciés, on l'espère, par l'immense majorité des gens, mais en même temps qui vont décevoir, et décevoir dans certains cas à ce point que des gens qui étaient nos amis vont devenir nos ennemis. Mais ce que nous dit Clemenceau, en sous-texte, c'est qu'il ne faut pas se laisser arrêter par cette perspective de se retrouver avec des ennemis. Il faut foncer, il faut faire des choses brillantes, il faut donc progresser. Et puis si le prix à payer, c'est de se faire quelques ennemis, ben vaut mieux se faire des ennemis que d'avoir une vie sans ennemis, mais une vie d'une platitude incroyable et d'une oisiveté. Mon terme oisiveté n'est pas bien choisi. Je devrais dire notre inefficacité, notre petite vie tranquille, qui dérange personne, mais qui n'apporte rien à la société. Voilà ce que Clemenceau voulait nous dire. Et là, ça me rappelle, parce que ça va un peu dans le même sens, ce qu'avait répondu Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, lorsqu'un journaliste lui avait demandé de définir qu'est-ce qu'on entend par l'usure du pouvoir. Parce qu'on se dit, un gouvernement qui a siégé un mandat ou 2 mandats, ou pire 3 mandats de suite, finit par perdre le pouvoir à cause de cette fameuse usure du pouvoir. Et la réponse de Bernard Landry avait été particulièrement éloquente. Alors, voici comment il avait expliqué. Il a dit, supposons que je suis élu, mon gouvernement est élu, disons par une majorité, discutons pas minoritaire-majoritaire, mais disons, pour simplifier, majoritaire, que 45% de la population ont voté pour nous, donc ça va, on est au pouvoir, et là, on est des gens compétents, et on adopte une première loi. Notre première loi, elle est exemplaire, elle est extraordinaire. Et puis, on fait un sondage. Après l'application de cette loi, 95% de la population sont d'accord, la trouvent géniale, cette loi. Donc, on administre bien. Par contre, il reste 5% de la population qui, elle, n'est pas satisfaite de cette loi-là, qui est gênée de cette loi-là, et qui risque de s'en rappeler. Il a fait ainsi comme ça pour les 29 ou 30 autres lois que vous allez passer au cours de l'année. Puis si vous restez jusqu'à la fin de mandat pendant 4 ans, vous avez 120 lois où à chacune des lois, vous avez laissé un minimum de 5% de mécontents. Bien, au bout de 4 ans, quand vous vous représentez, c'est pas facile de se faire réélire. Parce que vous avez à ce moment-là l'entièreté de la population que vous avez déçue à un moment donné ou l'autre par l'application de l'une ou l'autre des lois. Alors là, vous risquez évidemment de perdre le pouvoir. Remarquez qu'il y a des gens qui vont l'oublier. Remarquez que si on vous pardonne tout ça, vous allez être réélu, mais les chances d'être réélu sont moindres. C'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Vous avez fait des mécontents. Pas des ennemis nécessairement, mais des mécontents. L'usure du pouvoir, l'interprétation de Bernard Landry. Passons maintenant à mon album de photos. Je commence par une fleur. Il s'agit de la rose. Attendez voir, je vais voir mes références. La rose rugosa ou la rose du Japon.
C'est deux appellations qui signifient la même chose. Bon, en quoi elle est intéressante, cette photo? D'abord, le jeu de lumière sur les pétales de la rose. Vous avez un jeu d'ombre et de lumière qui est intéressant. Vous avez ce jeu-là également d'ombre et de lumière sur le feuillage. Et en arrière-plan, une clôture de bois, une vieille clôture de bois. Et ça donne un sens d'harmonie et de beauté. Voilà pour la première photo. Passons à la deuxième. Et là, si la première a été prise au Québec, là, il faut se retrouver à Salzbourg, en Autriche, la ville natale de notre ami Mozart. En parenthèse, Salzbourg, Salz, veut dire sel. C'est un bourg, c'est une ville qui a été créée sur la fonction du transport du sel, qui était importante, évidemment qu'il l'est encore maintenant, mais qui était surtout importante à cette époque-là. Donc, bref de commentaires, revenons. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Une sculpture d'un cycliste. Et ça, c'est une des très nombreuses sculptures qu'a installées la ville de Salzbourg, sur l'ensemble de son territoire, pour rendre, dis-je, hommage aux cyclistes, au cyclisme et à la nature et au besoin de préserver l'environnement en se promenant en vélo plutôt qu'en polluant les villes avec nos fameux autos. Alors voilà, et c'est une belle œuvre en plus. Elle est très, très élancée, ça rappelle certaines autres sculptures, mais super beau. Et puis l'arbre derrière qui rappelle la nature, le terme, comme si jamais on n'avait pas compris. Et ma troisième et dernière, un couple de flamants roses. Vu à quelque part dans les Bouches-du-Rhône, la région des Bouches-du-Rhône en France, dans le sud de la France. On a là beaucoup, beaucoup de flamants roses. Mais regardez la beauté, le mouvement qu'il y a dans cette pose-là de ce couple de flamands. Regardez les deux coups pratiquement en parallèle, qui regardent dans le même sens. Et puis regardez le vert pâle, le vert foncé en arrière-plan, ça se découpe très bien, c'est la nature, c'est la beauté. Voilà pour mes photos. Passons maintenant au mot d'esprit de la semaine. On va chercher celui-là dans un recueil de mots drôles et de mots d'esprit de Pierre Daninos. Pierre Daninos dans son recueil Le Jacassin. Ça, je ne sais pas si pour les Français, le jacassin, c'est la même chose que notre jacasseux. Mais peu importe ce que ça signifie, ça a du sens par rapport aux propos et aux idées de notre ami Daninos. Et cette fois-ci, Daninos nous dit « bout de la langue », le bout de la langue. C'est quoi? Ben, ça sert à mettre les mots qu'on ne trouve pas. C'est le bout de la langue, c'est notre garde-robe des mots qu'on ne trouve pas. Et puis qu'on espère trouver, je lis sur le bout de la langue, ça va venir. Parfois ça vient, mais parfois ça se laisse attendre, disons. Alors voilà, nous revenons à notre fameuse devinette. 4 lettres seulement, commençant par B, et moins élégant lorsqu'il est d'honneur. C'est le fameux bras d'honneur. Lorsqu'on veut insulter quelqu'un, lorsqu'on veut lui montrer notre mépris, on lui fait un bras d'honneur. Disons que ce n'est pas très élégant, d'une part, et que ce n'est pas très chaleureux, d'autre part. Donc, c'est moins élégant lorsque il est d'honneur. Vaut mieux le garder ordinaire, le bras, puis le faire travailler, puis le servir pour donner des mains, pour nouer notre solidarité humaine. Et c'est sur ces paroles que je vous quitte en ce 11 mars. Je vous reviens la semaine prochaine, le 18 mars encore. Un lundi, le 18 mars. D'ici là, prenez soin de vous, soyez bons, sortez et puis profitez de la vie. À bientôt, mes chers amis. Au revoir.